Il y a exactement 6 ans, le Congo-Brazzaville plongeait dans une histoire sombre de coup d'État constitutionnel en octobre 2015. Le gouvernement congolais, sous le régime de Denis Sassou Nguesso, décidait de réprimander dans le sang les manifestations contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Des manifestations pourtant autorisées et garanties par la loi. Il y eut plusieurs victimes. Ces événements ont été immortalisés dans un film documentaire intitulé Keep Quiet or Die, Se taire ou mourir, réalisé par un jeune Congolais, cinéaste et réalisateur, Onel Makaya. Il est notre invité aujourd'hui, l'invité de l'émission Droit de savoir. Moi, c'est Christian Perrin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci d'avoir choisi TLR TV. Bonjour, Monsieur Onel Makaya. Bonjour. En tout cas, très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous rappeler, nous parler un peu de tes activités d'abord, en tant que réalisateur, en tant que cinéaste? Donc, je suis réalisateur pour Cinéma pour la paix et la démocratie, une société de production audiovisuelle basée au Sénégal. Et une société qui produit exclusivement des films documentaires et des films sur les questions de démocratie et des droits humains. Essentiellement, la démocratie et les droits humains. Essentiellement, la démocratie et les droits humains. Et donc, à côté de... Je suis directeur exécutif. J'assume aussi les responsabilités du producteur délégué et réalisateur. Et actuellement, je travaille ici comme chercheur invité au Centre d'études mondiales de l'Université de Pittsburgh, aux États-Unis. C'est une indiscrétion de savoir sur quel projet êtes-vous maintenant, en dehors de ce que nous allons tout à l'heure échanger? Bon, je travaille sur le dernier voyage, le rendez-vous manqué entre Donald Trump et Sassou Nguesso. Donc, en partant de cette histoire-là, mon travail de chercheur interroge un peu les mécanismes de blanchiment d'argent utilisés par la famille les Nguesso aux États-Unis. Merci. En attendant que ce nouveau film documentaire ne soit prêt. Aujourd'hui, nous allons parler donc de ton documentaire, le film documentaire que tu as réalisé sur les événements qui ont eu lieu au Congo-Brazzaville en octobre 2015. Il s'agit bien entendu des massacres qui ont été perpétrés sur les civils congolais. Il y a bien sûr 6 ans de cela. Mais dans un premier temps, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait de ton documentaire, bien entendu, question de les mettre au parfum de ce que nous allons nous dire tout à l'heure. Suivez. J'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la République. Je dirais tout simplement que l'heure est grave, la démocratie est menacée, le Congo est en grand danger. Tel que c'était parti, l'accès dans les médias publics n'était pas possible pour le courant opposé. Le pouvoir en place a verrouillé l'accès dans tous les autres médias, même les médias privés. Et très vite, je me suis dit, bon, il y a une alternative, on utilise Internet. Et le 17 octobre, à la place de la République, à Lumumba, le rond-point de Lumumba, le meeting était prévu à 14h, mais déjà à 10h, il y avait du monde. C'était noir du monde.
m'étais dit, bon, avec cette foule, être en bas, c'est pas évident d'avoir des bonnes images avec les bousculades, ainsi de suite. Je me suis dit, je prends les hauteurs. Et, quelque part, il y a un petit bâtiment là, à 2 niveaux. Je suis monté sur ce bâtiment pour avoir les vues panoramiques. Et c'est là, finalement, quelques temps seulement après que j'arrive dessus, commencent à crépiter les arbres. J'ai braqué la caméra, j'ai vu la fumée qui montait, il y avait un feu. J'appelle un ami, puisque j'avais les collaborateurs qui travaillaient avec moi, qui étaient dans cette zone. C'est là qu'il me dit non, il y a un couple de policiers qui est arrivé, mais qui a tiré sur la foule. Ils ont tiré 3 personnes, ils ont tiré. On m'a 4, ça. La police congolaise, elle n'est pas républicaine. On recrute des étrangers pour venir tuer les Congolais. Zoulouvad, c'est pas un Congolais. C'est le petit du général Ndengue. C'est lui qui consomme tout pour nous tuer. Nous sommes venus les mains libres, rien sans armes. Mais Zoulouvad, tu reçois 3 Congolais. C'est lui l'assassin. La police n'est pas républicaine. Au moment où c'était chaud, ça tirait. J'ai fait également un direct avec Ziana TV. J'ai encore appelé Cyr pour lui dire, mais écoute, ici, l'atmosphère est vraiment tendue. Ça a dégénéré. Ça nécessite un direct parce qu'on ne sait jamais comment ça va se terminer. Même moi qui te parle, le téléphone, je ne sais pas si je vais m'en sortir, si je vais quitter les lieux après. Il dit, c'est quoi? Il dit, ça tire déjà sur la foule. Avec tout ça, ça se libérer le pays. Mwana mume fois na sora munu ma Dédé Bernadette na Sita Roji awa ba me kubulba ba me laxben d'accord me fa nukun awa na sise me fa nukuna ma papi awin kina mun kune me fa nukuna na ko pes bal ko taka wa me basika ma Dédé Bernadette Sita Roji Nous ne pouvons qu'être très tristes. La force publique est faite pour sécuriser la population. Ce que nous avions voulu, c'est tenir un meeting pour défendre nos idées et faire passer nos messages. Et nous sommes malheureusement surpris que la force publique qui aurait dû sécuriser le meeting soit allée jusqu'à faire des victimes et on enregistre déjà 2 ou 3 morts. C'est très dommage. Mais ça nous permet de dire que nous sommes déterminés et engagés. Ce sang-là n'a pas coulé pour rien. Tellement que c'était chaud. Et puis, on a vu des bayous militaires, des gros bayous bien remplis, des soldats armés. Le commandant de zone, le général Ole Songo, va s'emmener avec une délégation qui arrive. En réalité, il était venu pour annuler le meeting, pour demander carrément l'annulation du meeting, demander aux leaders de l'opposition d'arrêter avec ce meeting. Et je l'ai entendu dire, puisque j'étais là, hein, pendant qu'il parlait à Okombi, particulièrement, il dit à Okombi, j'ai mon sélecteur ouvert, je suis venu pour tuer. Donc si vous ne partez pas d'ici, vous verrez, je crois que c'est Okombi qui a dû lui dire, mais écoute, si c'est ça la mission, alors vas-y, tu es venu pour tuer, tu as un sélecteur ouvert, vas-y, tire. Le 20 octobre 2000,
15, le jour de la désobéissance civile. Très tôt le matin, la ville était pratiquement déserte, personne dans la rue, et autour donc de 9h, 8h, 9h, les gens commençaient à occuper les grandes avenues, et l'armée est sortie avec des chars, des gros bayous militaires, il y a eu même l'hélicoptère de combat, voilà. Et malheureusement. Donc. À Pointe-Noire, moi particulièrement, j'ai pu dénombrer au moins 18 à 20 morts, beaucoup blessés, et d'autres qui succombaient à l'hôpital parce que ils avaient donné des consignes même dans les hôpitaux qu'on ne devait traiter personne de ceux qui tombaient. Reparti quelques jours après, rencontrer ces familles-là qui avaient perdu leurs enfants et qui ont témoigné, qui ont expliqué pendant que se déroulait bien entendu le deuil. le gana kutuba mutu et moi je me confond à Pointe-Noire. Mais les gens n'habitent qui si kabete que le quoi comme toi bête ça ta la quoi. On est peine à ma foi. Ba metu abet même manima quoi opé que na ma foi. Tala ka na carte moi je dis ba ma foi peut-être tatuia. Et ba raison abet mutu et moi je me fond à Pointe-Noire. Et ba ba kana vuna parce que za ba que mambi na si a kwenda na CPI ya gavana mamba na ngolo ça mon aba. Pour que tu prouver où il faut beno ba famille ben témoigner na kuzabi sana betu voir façon yandi au foie. Donc moi na bugula yana 18h. Yan me baka masque na kubaska bebe nchana savo yan me ko yobil na baka. Yan me manes ku yobila na kuvutuki yan me kum na katkati ya gudro na kukot na injo. Kamio la police me ku isrete ku kubul pao. Bali kotaka uwa kotaka wa yame kota wa bale ngo basikavi ba photo nyos tout gana bet ba tout bet mesala ba photo nyos kaka na bet maintenant le défunt combien nani le défunt Mvibudulu Milandu Chris ya banda na kento na bana albana ba bana zol na kento mos ya bandi salao un chauffeur, taxi. Nana bampuli ni baza kisange bakufanya nitatu na katia wa ubia na ya ini nzo yani bafanya na manima ho. Kwenda kudia après ya zola kota après ba beji vanda kuiza il fallait que ba kubliane. Alors, Monsieur Onel Makaya, vous venez de suivre avec moi, avec d'ailleurs ainsi que nos téléspectateurs, cet extrait du film documentaire intitulé « Se taire ou mourir ». C'est un documentaire que vous avez réalisé, mais est-ce que, puisque là c'était juste un extrait, le temps que nos téléspectateurs aillent le découvrir sur le site internet, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de ce film ?
Et pourquoi l'avoir intitulé Se taire ou mourir? J'ai fait le film parce que j'ai moi-même grandi au Congo, dans un environnement dans lequel les crimes politiques ne sont pas évoqués. En grandissant, j'avais beaucoup de questions. Je me posais des questions, par exemple, sur l'assassinat du président Marien Ngouabi, sur la fin du régime du président Youlou, autant de faits politiques pour lesquels mon père ou d'autres aînés n'avaient pas de réponse pour moi. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une omerta sur plusieurs situations politiques du Congo. Et pourtant, le Congo a une histoire politique très violente. Donc, en tant que documentariste, je me suis intéressé à ça. Je me suis dit, il faut impérativement que je me concentre sur, que je me donne les moyens de ma manière, à mon sens, rompre avec ce silence-là. Parce que pour le PCT, je parle du PCT parce que chaque fois que ces crimes-là ont été perpétrés, c'était c'est M. Sassou qui est au pouvoir pour une grosse partie, ces crimes-là. Il y a une volonté d'imposer le silence aux victimes et d'imposer comme une mort double, c'est-à-dire on assassine les gens, il ne faut pas qu'on parle de ce qu'ils ont été avant et après leur décès, on ne doit pas évoquer leur nom. Et donc, pour moi, faire ce film, c'est déjà rompre avec ce silence qui est imposé par M. Sassou. Donc, j'ai fait le film pour m'opposer. Pour moi, faire ce film, c'est d'abord un acte politique. C'est une façon pour moi de s'opposer et se taire ou mourir parce que en allant à la rencontre de toutes ces personnes que j'ai filmées dans ce film, je me suis rendu compte que ce soit pour Ellie Smith ou Bruno Osebi ou pour l'autre personnage, les services de sécurité du Congo ont en tout cas imposé soit la mort ou le silence. Et ça, c'est pas une réalité qui est propre. C'est pas une réalité singulière à ces journalistes. C'est l'occasion pour moi de dire aussi que le Congo est une prison. Moi, aujourd'hui, je m'exprime librement parce que je ne suis pas au Congo. Ceux qui sont au Congo, ils n'ont pas le droit de parler. Soit il faut rester silencieux ou on meurt. Donc, c'est un peu, le titre est parti de cette réalité, je voulais dire. Qu'est-ce que le documentaire résume, finalement? C'est quoi l'histoire? La structure narrative du film est construite autour de trois journalistes qui ont travaillé au Congo-Brazzaville. Donc, Ellie Smith, Bruno Osebi et puis Christian Perrin. Mais les trois ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont été mis en difficulté par les autorités congolaises. Leur vie a été menacée. Ellie Smith est resté très proche de la famille Nguesso. Il croyait pouvoir faire son travail tranquillement. C'est en allant à sa rencontre que je me suis rendu compte qu'ils avaient tenté même de l'assassiner. Ils ont failli l'assassiner et ils n'ont pas pu. Ils ont violé sa sœur devant lui et Bruno Osebi a été assassiné et Christian Perrin a échappé à un assassinat. Et donc, en partant de leur expérience, j'ai surtout voulu montrer comment le gouvernement congolais les autorités congolaises se permettent en tout cas de choisir qui doit parler au Congo et qui ne doit pas parler. Mais pourquoi vous vous êtes intéressé essentiellement aux journalistes, aux activistes de droits de l'homme et aux politiques, alors qu'il y a aussi le Congolais lambda qui est à côté, qui pouvait parler? Déjà, je dois préciser qu'en tant que documentariste, je ne filme que les gens qui ont un rapport avec moi. Moi-même, j'ai été victime de ce... Pour faire un film documentaire n'est pas un reportage. Pour filmer un sujet, pour en faire un film, il faut qu'il y ait un lien très fort. Et donc, j'ai d'abord, même sans les connaître, j'ai pas, par exemple, Bruno Osebi, j'ai pas connu Bruno Osebi, mais je m'identifie à son combat, à ses valeurs parce que plutôt, je me suis intéressé à lui parce que je m'identifie à son combat. C'est quelqu'un c'était un amoureux du Congo. Vous savez, c'était pas facile à ce moment-là, dans les années 2000, d'avoir autant de privilèges que lui l'a eu et puis de faire le travail qu'il a fait. Et c'est pareil pour Ellie Smith, je l'ai connu très tôt, avant que tout ça n'arrive, mais
c'est quelqu'un qui aime, qui est passionné de journalisme, qui aime la vérité. Donc, j'ai ça en commun avec lui. Mais c'est parce que c'est aussi des gens qui... je crois qu'en parlant, par exemple, de violence ou de ce qui est arrivé à Pointe-Noire, je ne pouvais pas avoir une parole aussi crédible que celle d'un acteur qui était sur les lieux, de quelqu'un qui a été au cœur de tout ça. Donc, c'est aussi, c'est par rapport, je suis allé voir ces personnes-là à cause du lien personnel que j'ai avec eux. Le lien, il n'est pas forcément, c'est pas parce que c'est des gens de ma famille, mais c'est parce que je partage avec eux certaines valeurs morales, mais aussi au regard de leur position qu'ils occupent dans la société congolaise. Vous avez réalisé donc le film. Il vous a pris combien de temps en fait? Le film a été tourné, déjà les travaux d'enquête, je pense que nous, en général, c'est plutôt pour ce qui est entre le moment où on commence le tournage et la fin, la post-production, je pense que ça nous a pris entre 3 ans. 3 ans parce qu'il fallait déjà, parce qu'il faut souligner qu'au moment où M. Sassou change la constitution en 2015, le Congo est une prison à ciel ouvert. Donc, on ne peut pas aller, par exemple, au domicile de Clément Mirassia pour organiser une interview avec lui, évoquer ces choses-là parce qu'on crée qu'on soit arrêté. Christian Perrin, que je veux aller filmer et en cavale, je ne peux pas facilement rentrer en contact avec lui. Il fallait passer par des intermédiaires pour rassurer ces personnes-là. Il fallait aussi trouver les moyens financiers parce qu'un film documentaire a ses exigences aussi. Ça a pris plus de temps aussi parce que je pense que M. Sassou, ou en tout cas les autorités congolaises, ont beaucoup travaillé sur l'image extérieure du Congo, l'image qu'il renvoie à l'extérieur. Et pendant longtemps, le Congo était considéré comme une petite dictature bien dirigée, permettez-moi l'expression, je ne sais pas si ça a un sens, mais en tout cas, la communauté internationale ne s'intéressait pas au Congo. Donc, si bien qu'il est très, 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 très difficile de trouver des organisations qui s'intéressent, plutôt qui financent des projets en République du Congo. Il a été très difficile de trouver des financements pour aller faire un film documentaire de ce sens-là à Brazzaville. Par contre, puisque après j'ai travaillé sur la RDC, il était super facile de trouver des financements pour un film documentaire réalisé en RDC qu'à Brazzaville parce que les bailleurs de fonds s'intéressent, mais pas vraiment au Congo-Brazzaville. On a rencontré d'autres difficultés qui relevaient surtout plutôt en rapport avec les questions sécuritaires parce qu'on ne pouvait pas organiser les tournages librement à Brazzaville. Et parce que d'autres personnes étaient en fuite, il fallait les suivre dans plusieurs pays où ils étaient allés trouver la sécurité. Et quelle est donc la philosophie de ce film documentaire? Son intérêt, c'est quoi exactement? En faisant ce film, moi, j'ai voulu montrer cette violence-là qui a été mise, ce système de violence qui a été mis en place par les autorités congolaises. Mais aussi donner la parole aux gens qui ont été victimes de cette violence-là. Donc, pour moi, c'est une façon de dénoncer ce qui se fait à Brazzaville parce que, malheureusement, quand on regarde ce qui s'est fait dans le passé, j'ai moi-même grandi avec des interrogations. J'ai longtemps demandé à mon père comment est décédé, dans quelles conditions est décédé les conseils de décès du président Martin Ngouabi, par exemple. On n'en sait pas. Et il y a eu d'autres faits politiques qui n'ont pas été documentés. Et l'intérêt pour moi, c'était aussi faire un travail de mémoire qui permet vraiment aux Congolais de savoir en 2040, en 2050, qu'en 2015, Sassou n'a pas été appelé par le peuple congolais pour changer la constitution. Parce qu'à Pointe-Noire, il y a eu des jeunes qui se sont levés pour qu'il n'y ait pas changement de constitution. Qu'à Brazzaville, qu'il y a eu des jeunes qui sont levés pour qu'il n'y ait pas changement de constitution. Et pour qu'en 2050, 2060, chaque fois, comme il le fait d'ailleurs maintenant pour la conférence nationale, vous savez, des années après, aujourd'hui, les partisans de M. Sassou et M. Sassou lui-même disent partout qu'il avait toujours été d'accord avec le multipartisme, que la conférence nationale relevait de sa bonne foi. Mais non, les choses ne se sont pas passées ainsi. Malheureusement, beaucoup des Congolais ne savent pas
que des gens sont morts pour qu'il y ait une conférence nationale au Congo, qu'il y a eu des gens qui sont allés en prison, qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques pour qu'on passe au multipartisme. Donc, mon travail s'inscrit aussi dans la sauvegarde de la mémoire. L'intérêt, c'est aussi donner aux générations futures des éléments qui leur permettront plutôt d'interroger leur avenir et puis d'en savoir un peu ce qui s'est passé avant eux. Ben, probablement, pour ceux qui vont suivre le film documentaire, Se taire ou mourir, après vont se poser des questions. Est-ce que ce qui est relaté est tout à fait vrai? Qu'est-ce qui garantit l'authenticité des événements que vous présentez dans ce documentaire? Je ne sais pas en termes de... Vous savez, ce film-là dure près de 50 minutes. Comme j'ai dit, la structure narrative est structurée autour de 3 personnages. Et pour ce qui est de Bruno Osebi, par exemple, on a longtemps fait croire aux Congolais que c'était une panne d'électricité qui avait conduit à l'incendie de sa maison. De façon, on a un témoignage de Joe Bina qui affirme que cette maison a été brûlée, que l'incendie n'était pas dû à une panne d'électricité. Donc, un incendie criminel. Voilà, c'était un incendie criminel. Et Joe Bina habite à Brazzaville. Et c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Quand il affirme ça devant une caméra, il a des preuves. Et pour l'avoir filmé, je sais que cette version a été soutenue par un officier de la police congolaise. Donc ça, c'est pour ce qui est de Bruno Osebi. Quand la sœur d'Ellie Smith parle de son viol, je pense que dans ce film même, pour ce qui est du viol de la sœur, il y a des éléments qui n'ont pas été développés parce que c'est des éléments qui relèvent à son intimité personnelle et parce que c'est une femme qui a subi une situation difficile très tôt. Et aujourd'hui, elle est mariée. Heureusement d'ailleurs que ces éléments n'ont pas été exploités. Sinon, je ne vois pas quel autre élément il faut apporter pour démontrer qu'elle a été violée. Ça, c'est pour sa sœur. Sinon, pour ce qui s'est passé chez Odumsi d'Ellie Smith, tout le monde sait que c'est Jean-François Ndengue, la police congolaise, qui a organisé le braquage au domicile de M. Ellie Smith. Et tout le monde sait que ça a été fait pour étouffer le débat sur le changement de la Constitution. Et tous ceux qui connaissent Ellie Smith savent qu'il avait été menacé bien avant la situation à son domicile. Maintenant, pour ce qui est des exécutions à Pointe-Noire, nous avons été en contact avec les familles. Il y a un travail qui se fait avec les familles. Nous avons des preuves, des réquisitions à médecins, des documents certifiés par le procureur de Pointe-Noire. Mais en parlant d'authentification, nous avons une série de preuves, des certificats de décès avec mention d'implication des autorités congolaises, je veux dire de l'armée. Et c'est aussi l'occasion pour moi de dire que l'État congolais s'est engagé à faire la lumière sur cette situation. Et si jamais les autorités ne respectent pas leurs engagements, des réflexions ont été menées. Il y a un travail qui se fait pour qu'une plainte soit déposée soit en France ou aux États-Unis. Et nous avons le soutien des familles. Donc, que ce soit le général Olesongo, que ce soit le colonel Gaëtan Oborabassi, ou toutes les autorités civiles ou militaires qui ont été impliquées dans ces crimes-là, répondant un jour de leurs actes. Oui, évidemment, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles, donc quel que soit le temps, les auteurs devront répondre devant les tribunaux. Alors, ce film documentaire a été projeté pour la première fois, si j'ai bonne mémoire, en juillet 2018 à Washington. Et depuis là, après, on l'a plus revu. Que s'est-il passé et pourquoi il n'avait plus été vulgarisé à la télé ou sur Internet? Vous savez, en 2016, je me suis retrouvé dans un pays africain et j'ai été agressé par des inconnus qui ont failli m'assassiner moi-même. Et très vite, j'avais compris que c'était en lien avec mes activités. Et donc, quand le film est fini, avant de le diffuser, parce que c'est pas un film... Dès le début, je savais que c'est pas un film à envoyer en festival. C'est un film de sensibilisation qui doit être utilisé par des ONG. Et donc, dès le début, nous avons reçu, à Cinéma for Peace en démocratie, nous avons reçu le soutien de l'Observatoire congolais des droits de l'homme et de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, qui ont accepté de nous accompagner dans le cadre de la diffusion et de la sensibilisation. Et donc, quand le film est déjà pour la projection de Washington, plutôt, il faut souligner que c'était une projection
privée. C'est-à-dire, elle n'était pas accessible à tout le monde. Et c'était par rapport au caractère, au contenu du film. Donc, il fallait prendre le temps de réfléchir sur les stratégies de diffusion parce que quand on a un élément qui met en lumière des crimes qui sont perpétrés, perpétrés par des autorités, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc, entre 2018 et 2020, nous avons reçu le soutien de plusieurs ONG internationales qui ont accepté de diffuser le film. Parce que aussi, je dois préciser que moi-même, j'avais des soucis de sécurité. Donc, je ne pouvais pas commencer à organiser des diffusions n'importe où, ici et là en Afrique, sans penser à ma sécurité. Une fois que mes questions de sécurité ont été réglées, mais aussi que nous avons assez réfléchi à la sécurité de ceux qui sont sur place, parce qu'il faut souligner que le film a... une grande partie du film a été tournée à Brazzaville. Donc, il fallait aussi réfléchir à la sécurité de ceux qui sont à Brazzaville. Leur garantir leur sécurité, c'était accepter que les diffusions, que le film soit diffusé par des institutions internationales. On a reçu le soutien d'Agir Ensemble pour les droits humains, qui est une ONG française basée à Lyon, qui avait accepté de diffuser, de nous accompagner dans une campagne de sensibilisation à la veille de la dernière élection. Malheureusement, il y a eu la pandémie, donc les projections ont été organisées en ligne. Et aujourd'hui, le film est disponible en ligne sur un site. Donc, tous ceux qui veulent regarder le film peuvent aller le regarder en ligne. Il appartient à tous les Congolais. C'était vraiment pour réfléchir aux stratégies de diffusion et aux questions de sécurité. À moins que vous ayez une dernière préoccupation, vous avez quelques secondes, sinon on met fin à notre émission aujourd'hui. Je veux ajouter que ce film, il y a une suite de ce documentaire-là qui a été réalisé. Donc, Se taire ou mourir, c'est la première partie, le numéro 1, mais il y a un numéro 2 qui a été réalisé pour la suite. Parce que Se taire ou mourir couvre la période de 2015 à 2016. Donc jusqu'à l'élection. Mais après 2016 jusqu'à 2018, il y a eu une kyrielle de crimes qui ont été commis perpétrés encore aussi par les autorités congolaises. Et il y a eu ce qu'on appelle la guerre du pool. Donc avec le soutien de l'OCDH, nous avons envoyé une mission à Brazzaville pour recueillir les témoignages de Madame Kalakala, des avocats du général Mokoko. Nous avons envoyé une équipe dans la région du Pool pour filmer des femmes qui ont été violées par des soldats de la garde républicaine. Nous avons filmé des témoignages des femmes congolaises dont les enfants n'ont pas été revus depuis 2016, donc des disparitions forcées. Et nous avons filmé des écoles qui ont été pilonnées, des villages qui ont été pilonnés. Et toutes ces activités relèvent de la suite de ce premier documentaire que les Congolais ont déjà regardé ou auront la possibilité de regarder après cette émission. Et donc, je voulais vraiment préciser qu'il y a une deuxième partie qui est dont les travaux de tournage ont été bouclés. Le film est prêt et nous travaillons encore avec les ONG qui soutiennent ce travail-là pour voir comment, dans quelles conditions et comment ces deux films d'ailleurs seront utiles pour les procédures judiciaires qui seront engagées contre les autorités congolaises. Et le titre, c'est quoi déjà du deuxième volume, hein? C'est Se taire ou mourir 2. Mais avec concentration sur ce qui s'est passé dans la région du Pool et les arrestations du général Mokoko, Okobi Salissa, les assassinats pas l'assassinat, mais qui a vécu la famille Kalakala. Nous avons eu le témoignage de la femme. Nous avons filmé beaucoup de femmes violées dans le Pool, des femmes qui ont accepté de témoigner, mais aussi des mamans dont les enfants ont été arrêtés depuis 2016. Mais après des recherches que nous avons menées après plusieurs recherches avec l'OCDH, il a été démontré qu'il y a plusieurs jeunes qui ont été arrachés à leur famille et qui ont été pour être assassinés par les autorités congolaises. C'est-à-dire qu'il y a eu disparition forcée.
La première crise violente que nous avons eue dans le pays a été déjà le résultat des élections en 1959. Il y a eu des troubles liés justement au processus de création de la République du Congo et de l'indépendance. Il y avait Jacques Opango, l'abbé Fulbert Yulo qui étaient les principaux acteurs et il y avait des débats et une lutte âpre pour accéder au pouvoir. Et lorsqu'une majorité a basculé, en ce moment-là, il y a eu déjà les premières violences politiques. Qui ont pris une forte connotation ethnique. Je vous rappelle que l'élection présidentielle de 2016 a engendré de graves violations des droits humains. Mon mari était enfoui. Parce qu'ils étaient pourchassés. En septembre 2016, on l'avait arrêté. J'avais entendu dire les gens que c'était la DGST. Parce qu'on ne l'a pas arrêté devant moi, là où il était parti se cacher. Et quand on l'a relâché en octobre, en tout cas, il était dans un état vraiment critique. Et aujourd'hui, nous assumons, nous vivons les conséquences justement d'un pays au manque de démocratie. Là où la liberté d'expression n'est pas claire et là où il n'y a pas la contradiction dans la réflexion. Ce documentaire. Et vous disiez d'ailleurs qu'il est fini, il est fin prêt. Donc, il ne reste que la diffusion. Est-ce qu'il y a des conditions? Qu'est-ce qui bloque et sous quelles conditions ce documentaire ou la deuxième partie du documentaire, il faut appeler ça comme ça, sera diffusé? Oui, le film est fini depuis 2020. Et nous sommes en attente du retour. Nous sommes en attente, en tout cas, du retour de l'OCDH pour engager la phase de diffusion. Et l'OCDH, c'est le propriétaire du film, c'est cela? Les droits de diffusion sont partagés par l'OCDH et d'autres organisations internationales. Mais pour ce qui est de Brazzaville, je pense qu'il faut exclusivement que l'OCDH donne son accord pour que le film soit vu par les Congolais. Mais il faut prioritairement l'implication de l'OCDH parce que c'est l'organisation congolaise qui est, je veux dire brazzavilloise, qui est impliquée sur ce projet. Et s'il faut mener une campagne de diffusion au niveau international ou à Brazzaville, il faut impérativement que tout part de Brazzaville aussi, donc de l'OCDH. Ok, et donc la balle est dans le camp de l'OCDH. D'ici là, les Congolais pourront donc suivre la seconde partie de ce documentaire. En tout cas, nous vous disons merci d'avoir été avec nous, Monsieur Makaya, pour nous parler de ton film documentaire qui rappelle donc aux Congolais les événements d'octobre 2015. À vous, chers téléspectateurs, tout le plaisir a été pour moi de vous avoir une fois de plus compté parmi nous. Je vous retrouve donc très prochainement, mais n'oubliez pas de partager nos émissions, n'oubliez pas de liker. D'ici là, prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Merci.